Dans le but de faire taire les critiques, nous allons retourner dans le passé avec les Mythbusters qui ont accepté de recommencer leurs expériences comme celle du canon à poulet, Je vais pas en parler pendant des heures, tu t'es battu pour ça. de la balle de glace et des implants explosifs. J'aimerais savoir ce que ça fait. Ça ne m'étonne pas. Si vous êtes intrigué par ceux qui se soulagent en public, T'as un problème? Il y a trop de monde. qui font des choses étranges Ça va? et qui sont pendus au téléphone, C'est mortel. une fois de plus, les Mythbusters mettent les choses au clair. Mais qui sont-ils? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Dis coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Quand le plaisir s'arrêtera-t-il? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Encore et encore, si nécessaire. Il me semble que nous devrions revoir l'histoire du rail d'alimentation. On croyait avoir fait du bon boulot à ce sujet car on pensait avoir démonté ce mythe. Lors de la première expérience, les Mythbusters avaient reproduit le rail d'alimentation électrique généralement utilisé pour les métros. Comment trouves-tu la direction du jet? Elle me semble bonne. Grâce à leur courageux mannequins, ils ont éclairci le mystère. Un courant électrique mortel ne peut pas remonter un jet d'urine. Un renseignement qui peut être utile le jour où vous ne pouvez plus vous retenir. Rien du tout. En effet, l'urine s'écoule de manière discontinue. Et pour conduire l'électricité, il faudrait que le jet soit régulier. De nombreuses personnes nous envoient des emails nous disant qu'ils ont reçu une secousse après avoir uriné sur une clôture électrique à la campagne. Jamie et Adam ont fait venir de l'atelier leur concepteur Tori Bellici pour contredire cette affirmation. Nous allons prouver encore une fois qu'il est impossible de recevoir une décharge électrique en urinant sur le rail d'alimentation. Pour cela, nous allons devoir construire une clôture électrique. Il y aura une partie avec des fils électriques horizontaux et une autre partie avec du grillage, 60 cm² environ. Tu devrais aller uriner pour les citadines. Oui, le gars de la ville contre le gars de la campagne. Ouais, c'est ça. Pour reproduire les expériences électriques des téléspectateurs, les Mythbusters vont avoir besoin d'une clôture. Une partie sera grillagée et l'autre sera composée de fils horizontaux. Le tout sera relié à un électrificateur. Ensuite, ce sera à eux de jouer. Ça ne me semble pas juste. Afin de le contenir sans le blesser, l'électrificateur inflige au bétail des petites décharges de faible intensité. Il ne s'agit pas de décharge continue, mais de faibles impulsions. Juste de quoi vous donner une bonne secousse. L'équipe commence à fabriquer la clôture. Jamie, quant à lui, semble avoir le trac. Je n'ai pas encore décidé si j'allais vraiment le faire ou pas. Qu'il est fatigant. Je ne veux plus le faire. Allez! On ne t'a jamais envoyé de courant dans les parties quand tu étais prisonnier politique en Amérique du Sud? Pourquoi crois-tu que je ne veux pas le faire? Pendant que Jamie se demande s'il va risquer sa vie, le travail progresse. Mais avant le moment de vérité, nos amis vont s'intéresser à une substance de couleur dorée. Lors d'une de leurs toutes premières expériences, Jamie s'est mis dans la peau du personnage recouvert de peinture d'or dans le film Goldfinger. Vas-y, Adam. Je m'éclate. Lorsqu'on recouvre un corps de peinture, on raconte qu'il est impératif d'en laisser une partie libre afin que la peau puisse respirer. Dans le film de James Bond, le personnage féminin en question est mort asphyxié car il ne pouvait pas transpirer. D'après la légende, l'actrice Shirley Eaton serait également morte. En fait, c'est loin d'être le cas. Comme vous pouvez le voir, je suis bien vivante. Mais qu'en est-il réellement? Lors de sa première expérience, Jamie a laissé une partie de son corps sans peinture. Bizarrement, certaines anomalies ont été relevées malgré tout. Nous avons des résultats anormaux concernant la tension artérielle. Je ne sais pas trop pourquoi. Les secouristes et les docteurs de l'époque non plus, d'ailleurs. Si la tension artérielle de Jamie s'est affolée, en sera-t-il de même pour celle de Adam? Ils vont à nouveau tenter l'expérience, mais avec une différence. Cette fois-ci, la température de Adam ne sera pas prise à l'aide d'un thermomètre auriculaire. Le thermomètre auriculaire n'était pas très précis. Il faut absolument connaître votre température. C'est là que le thermomètre rectal intervient. Un thermomètre rectal? Oui, un thermomètre rectal. J'apporte la vaseline.
Que l'humiliation commence. Si Adam ne se rase pas, la peinture de latex va lui arracher tous les poils du corps. Si je rase mon bouc et mes cheveux, ma tête va ressembler à un raisin. Alors les gars, vous êtes prêts? Oh yeah. Mon Dieu, qu'il est sexy! Yeah. Well, Ouais. you know. On y va? Oui, il faudrait. Mets-toi quelque chose. Sanjay et Orvis, les deux secouristes, vont devoir examiner Adam avant et après l'application de la peinture. Ils vont prendre son rythme cardiaque, sa tension artérielle et bien entendu sa température. Pour celle-ci, Adam s'en chargera lui-même, en privé. Okay. Gêne, douleur et humiliation. C'est bien pour Adam de subir ce genre de choses pendant l'émission. Il indique 37,2. Sa tension artérielle est d'environ 13,8. C'est raisonnable. Vu les circonstances, je suis plutôt surpris. Son rythme cardiaque est de 57. Cela veut dire qu'il est plutôt décontracté. Pour le moment, c'est le cas. Mais le temps est venu de l'enduire d'une première couche de peinture. Pour Christine Chamberlain, la nouvelle stagiaire des Mythbusters, ce premier jour est mémorable. Je vais mélanger un échantillon de peinture dorée afin de m'assurer que sa consistance soit bien adaptée à la chair humaine. Elle est ici de son plein gré. C'est une artiste et une conceptrice qui a répondu à une annonce cherchant une personne prête à rejoindre l'équipe. Voilà sa récompense. Christine, tu te souviens de la fois où tu nous as envoyé ta vidéo il y a plusieurs semaines de cela? C'était exactement ce que je recherchais. C'est incroyable. Je pense que dans certains pays, on m'aurait nommé dirigeant suprême après une cérémonie comme celle-là. La peinture a été mélangée avec un pigment. En séchant, elle deviendra dorée et gluante. Pour le moment, je n'ai qu'un œil. Bon sang, Jamie. Jamie? Jamie? Tu ne t'es pas rasé à cet endroit, n'est-ce pas? Oh man, Jamie, je t'aurais. coming after you. Tout comme Jamie, une partie du corps de Adam n'a pas été recouverte par simple mesure de sécurité. La peinture sèche en une demi-heure. Pendant ce temps, le docteur Morelli nous apprend que les résultats de la première expérience menée avec Jamie sont peut-être dus à sa propre physiologie plutôt qu'à la peinture. Environ 14,8. C'est un peu élevé, n'est-ce pas? En effet, même maintenant, la tension de Jamie est considérablement plus élevée que celle de Adam. Avec une tension de 14,8, je ferai attention car c'est élevé. Ça nécessite une attention particulière. Au bout d'une heure, le rythme cardiaque et la tension de Adam n'ont pas changé. Maintenant, il s'agit de s'occuper d'une affaire délicate, c'est-à-dire la température. Laisse tomber. À toi l'honneur. Qu'il est dur. Qu'il s'agisse de nettoyer de la morve ou d'introduire un thermomètre, ce n'est qu'un boulot. Adam se demande s'il n'a pas tiré la courte paille. Oh, Sanjay. Oh, Sanjay, me respecteras-tu encore demain? Je le réchauffe. Pleure sur mon épaule. 36,4 degrés. En fait, sa température a chuté et non pas augmenté comme on pourrait le croire. Ces autres constantes sont également bonnes. La tension artérielle est toujours dans les bonnes limites, ainsi que le rythme cardiaque. La température a baissé, absolument rien d'anormal. Ça suffit pour Adam. Il quitte son costume. Bon sang, c'est dingue. Une fois de plus, il prouve que le mythe de Goldfinger est bidon. Pendant ce temps, Tori et Carrie Byron achèvent la clôture électrique. Lorsque Adam et Jamie ont démontré qu'uriner sur un rail électrifié ne pouvait pas s'avérer mortel, plusieurs téléspectateurs ont assuré avoir ressenti des décharges en se soulageant sur une clôture électrique. Tu l'as senti? Pire que ça. Alors, Tori, qu'est-ce que tu as pour nous?
Voilà votre clôture électrifiée. 20 000 volts. De nombreuses personnes reculeraient devant ce défi, mais pas Adam. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai bu 5 ou 6 verres d'eau. Je suis pas pressé, mais je suis prêt pour l'expérience. Et toi? Je vais pas le faire. Je te rappelle qu'on m'a déjà recouvert de peinture et qu'on m'a introduit un thermomètre. Tu fais un boulot formidable. Il semble que lorsqu'il s'agit d'une secousse dans les organes génitaux, Adam ne doive compter que sur lui-même. Une vessie pleine, une clôture et 2 secouristes sont nécessaires, ainsi qu'un moniteur cardiaque, au cas où. Je voudrais juste que l'on m'assure qu'une décharge d'un très faible courant électrique ne provoquera aucun dysfonctionnement irrémédiable de mes parties. Hé, Adam, Oui? t'es timide? Non. C'est bien. Je crois que j'ai prouvé que je n'étais pas timide du tout. C'est le moment de sortir ton matos. Tu veux pas me tenir la main? Peut-être que tu recevrais une décharge? Bien, je vais essayer de viser là. Cette fois-ci, le voltage est plus élevé que lors de l'expérience du rail d'alimentation. De plus, Adam est bien plus près de la clôture que ne l'était Jamie du rail. À peine 8 cm. Quelle intimité! Il doit essayer d'avoir un jet continu. Je dois me préparer. T'as un problème? Je dois être timide, il y a trop de monde. Allez, c'est parti. Prêt? Oh, ça y est, j'ai ressenti une décharge. Ce n'était rien du tout. Je l'ai. C'est vrai? Oui, ici. Formidable. La preuve de ma secousse. Ici. Ce n'était rien. Notre première conclusion reste valable, le mythe est bidon. Nous n'avons jamais dit qu'il était impossible de ressentir une décharge. Nous avons juste dit que, même si l'urine est un conducteur, il fallait être très près de la source pour que cela se produise. Et nous l'avons prouvé une fois de plus. Il nous reste à trouver le cas d'une personne morte après avoir été électrocutée en urinant sur un rail. J'ai fait très attention, tout comme devraient le faire nos téléspectateurs. Cette affaire est résolue, passons à la suite. D'accord. Le canon à poulet. Voilà un mythe qui semble facile à tester. C'est à l'aide de ce lanceur de volaille que la NASA teste la résistance des avions lors d'une collision avec un oiseau. On raconte qu'ils ont prêté ce canon au chemin de fer britannique afin de tester leur train à grande vitesse. Ils ont eu des problèmes et ils ont renvoyé une cassette à la NASA en leur demandant de l'aide. Ils leur ont répondu en disant « Messieurs, décongelez vos poulets ». Afin de vérifier si un poulet congelé causait plus de dégâts qu'un poulet décongelé, Jamie et Adam ont construit leur propre canon en utilisant de l'air comprimé pour propulser la volaille contre un petit avion. Les résultats sont spectaculaires. Les poulets congelés et décongelés sont tous les deux passés à travers le pare-brise de l'avion avec la même facilité. Je crois que l'affaire est résolue. Pas si sûr. Ces pare-brises n'étaient pas conçus pour résister à une collision avec un oiseau. Le test n'a rien prouvé. Jamie, c'est notre plus grand gaspillage. Mais nos amis n'ont pas abandonné pour autant. Ils se sont dit que le test le plus fiable serait un test chronométré. Puisque les poulets percutent le mur en même temps, les Mythbusters en ont conclu qu'ils devaient avoir la même force. À ces vitesses, que le poulet soit congelé ou pas, ça ne fait aucune différence. Mais certains spectateurs ont émis des critiques en disant que pour Adam, un boulet de canon ferait la même chose qu'une meringue au citron. D'après eux, l'important, c'est la pénétration. Retournons à la table à dessin. Cette fois, les Mythbusters vont projeter des poulets contre des cubes en mousse. Si la légende se vérifie, les exemplaires congelés devraient pénétrer plus profondément. Très bien. Descends. Descends. Une fois de plus, ils sortent l'artillerie lourde. Adam est heureux de laisser le gros du travail à Scotty Chapman. Parmi tout ce que nous avons construit l'année dernière, c'est ma préférée. Oui, Avec tous ces gros boulons. oui, des gros outils pour des gros boulons et des gros écrous. Attention les yeux. Ils ne prennent aucun risque avec l'air comprimé. Jamie a bricolé la table élévatrice afin d'armer le canon tout en étant derrière un écran de protection. On dirait que ça marche.
Ils vont utiliser le canon à l'intérieur de l'atelier en tirant dans des cubes de mousse. Les poulets seront à nouveau placés dans des capsules en mousse pour qu'ils rentrent bien dans le canon. Le poulet ne rentre pas. J'ai fait exactement comme m'a dit Adam. C'est ta première erreur. C'est le moment de les faire s'envoler. Regardez-moi ça. Le premier tir sera celui du poulet décongelé. 3, 2, 1. Dans le mille. Mais Jamie n'est pas satisfait pour autant. Le poulet décongelé est passé à travers. L'autre va faire la même chose. De plus, je n'aime pas le fait qu'il aille de travers. C'est peut-être dû à une des pattes qui pendait et qui l'a fait aller dans une certaine direction. Tout dépend de la façon précise dont il s'enfonce. Cela ne nous donnera pas de données précises. En dépit des réserves de Jamie, leur travail se poursuit. Cette fois, c'est au tour du poulet congelé. 3, 2, 1. C'est bien, il n'est pas passé à travers cette fois. Entre le poulet et le devant de la cible, il y a 38 cm. 2, 1. Occupe-toi de ça comme si c'était une découverte archéologique, d'accord? Ça fait environ 60 cm. Il a franchi 60 cm. C'est le poulet décongelé? Oui. 1. Aux yeux de Jamie, les résultats sont inquiétants car ils sont aléatoires. La pénétration semble davantage dépendre du cube de mousse que de l'état du poulet. Mais Adam est convaincu que ces résultats sont suffisamment précis pour déclarer ce mythe bidon. Je pense que la force de pénétration du poulet congelé et du poulet décongelé est absolument identique. Une fois de plus, cette légende simple donne du fil à retordre à nos amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cela, car il y a des déviations, comme des ricochets en direction des côtés. C'est n'importe quoi. Je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux points d'impact. C'est la même masse passant à travers le même point dans l'espace. Celui-là, je ne comprends pas. Adam enrage. Jamie tient tête. Il n'y aura pas de compromis. Je ne vais pas en parler pendant des heures, tu t'es battu pour ça. C'est ce que tu voulais pour collecter des données. Oui, comme nous tous. Ça me semblait être une bonne idée à ce moment-là. Le canon à poulet leur pose des problèmes, une fois de plus. Si nous ne résolvons pas cette affaire, nous allons être tenus pour responsables. Ils vont devoir trouver une réponse à cette énigme, une bonne fois pour toutes. Prochaine affaire, la balle de glace. Ça a provoqué pas mal de réactions lorsque nous l'avons diffusé la première fois. La balle de glace, c'est cet étonnant projectile invisible souvent évoqué à propos de l'attentat Kennedy et mis en image par les producteurs hollywoodiens. La légende semble plausible. En remplaçant le plomb par de la glace, celle-ci fond dans le corps et ne laisse aucune preuve pour la police. Ça me semble bon, ça ressemble à une balle. Lors de la première expérience, la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est un nuage de fumée. Les gaz chauds situés dans la chambre ont fait fondre la glace en quittant le canon. On nous a reproché de ne pas la congeler convenablement, de la congeler trop vite en la mettant dans de l'azote liquide. Finalement, nous avons trouvé un moyen très méthodique de congeler la glace destinée à la balle, afin qu'elle soit formée d'un cristal bien plus solide et bien plus robuste. L'astuce consiste à faire en sorte que la glace prenne la forme d'une balle à l'intérieur de la douille et de la congeler pendant plusieurs heures afin qu'elle soit aussi dure que possible. Pour cela, ils auront besoin de glace sèche, d'une plaque d'aluminium, de balles et d'un moule en silicone. Nous ne disposons que d'une nuit. Si ce n'est pas congelé, nous sommes foutus. D'accord. Bien, si vous êtes prêts, allons-y. C'est la plaque d'aluminium avec laquelle nous allons faire le moule. Je vais fixer une rangée de 10 balles avec de la colle. Je vais construire ensuite une boîte autour et la remplir de silicone. Lorsqu'elle aura pris, nous aurons un moule pour les balles. La silicone se solidifie au bout de plusieurs heures. Jamie et Adam vont en profiter pour revisiter une autre légende. Celle du coup de fil explosif.
Adam avait fini roussi et dépité après avoir mené l'expérience du téléphone portable et de la station-service. Apparemment, une de nos premières expériences au sujet des téléphones portables et des stations-service a suscité pas mal de réactions. Les gens ont eu l'impression que nous avions négligé certains aspects un peu vite. On raconte souvent que téléphoner en faisant le plein peut provoquer une explosion. Même si des incendies se produisent dans les stations-service, nos amis ne sont pas parvenus à en provoquer un avec leur téléphone. Rien. Que dalle. Aucune explosion. D'après les experts, la plupart des incendies de stations-service sont déclenchés par des étincelles d'électricité statique. Elles se produisent lorsqu'une personne entre et sort de son véhicule. C'est bien simple, il n'y a eu aucun incident provoqué par un portable dans une station-service. Ça n'arrive jamais. Mais cette conclusion a fait réagir pas mal de téléspectateurs. Ils ont eu l'impression que nous n'avions pas attendu le moment où le portable émet le maximum d'ondes électromagnétiques. Deuxièmement, ils nous ont conseillé d'obtenir une étincelle aérienne à partir de quelque chose de métallique. Et troisièmement, ils nous ont appris que certaines batteries d'occasion se déchargeaient en explosant, ce qui provoquait ces incendies. Nos amis vont tout d'abord repérer le moment où le téléphone émet le maximum d'ondes. Ensuite, mettre l'antenne près d'un objet en métal pour vérifier si une étincelle se produit. Et enfin, tenter de décharger une batterie afin de provoquer une explosion. Il est très facile de contredire la première partie de la critique. Il nous suffit d'utiliser cet appareil de mesure électromagnétique pour connaître le maximum d'ondes émises par ce téléphone. Très bien. Tu veux essayer d'appeler de ton portable ? D'accord. Voyons ce que ça donne. Ce genre d'appareil de mesure est souvent utilisé pour tester les fuites de micro-ondes. Il indique quand le champ électromagnétique est le plus important. Il y a un pic. Il est monté jusqu'à 94. Maintenant, il oscille entre 3 et 7. Ça monte et ça descend. Je vais répondre. Allô ? Allô ? Ça va ? Salut ! C'est génial. Je vais essayer d'appeler ton portable. C'est parti. Oh, 97. C'est parti. 97. C'est presque comme tout à l'heure quand il a reçu l'appel. Il y a eu un pic initial et maintenant ça oscille entre 3 et 20. Et ça recommence. Le pic n'apparaît que lorsque le téléphone établit une communication, lorsqu'il envoie ou reçoit un appel. Exactement comme lors du premier test. Première critique, bidon. Absolument. Bidon. Passons à la suite des explosions. Revenons dans l'atelier de la balle de glace. Avec du gel balistique, Carrie fabrique les cibles à l'effigie de Adam. La recette est extrêmement compliquée pour une chose où il n'y a qu'à mélanger et verser. Le moule en silicone est prêt. C'est parfait. Maintenant, il s'agit de retirer délicatement la balle de plomb de la douille. Ça y est. La poudre est à nouveau versée dans la douille et scellée avec de la cire. Ensuite, l'eau est versée à l'intérieur des moules. Fais en sorte que la pression vers le bas soit constante. Parfait. Et enfin, le grand frisson. Le moule va rester dans la glace toute la nuit. Ensuite, l'expérience pourra avoir lieu. De retour au standard des Mythbusters, Jamie et Adam se préparent pour le test numéro 2. Il s'agit de mettre l'antenne près d'un objet en métal. Jamie ne prend pas de risque car il se souvient de sa dernière tentative. Les poils de mon bras ont été cramés. Risqués ou pas, ils ont ressorti leur caisson qu'ils ont vaporisé d'essence. Nous avons mis un téléphone à l'intérieur avec une pièce de métal près de l'antenne. Nous allons maintenant voir si en le faisant sonner, moment où l'émission d'ondes électromagnétiques est le plus élevée, il prend feu. Jamie, nous avons vaporisé de l'essence. On peut procéder au test de l'étincelle du portable. T'es prêt? C'est parti. Ça sonne. T'as vu? Il ne se passe rien.
Maintenant, considérons qu'une personne peut avoir un portable abîmé. Alors, nous allons enlever un peu d'isolant situé sur l'antenne et nous allons recommencer le test. Voilà, regardez-moi ça. Dorénavant, l'antenne est entièrement en métal. C'est mortel. Si une étincelle doit se produire, c'est maintenant. J'appelle. Tiens, ça sonne. Et il ne se passe toujours rien. Toujours eux. Le mythe de l'étincelle et de l'antenne semble également bidon. Pour s'assurer que le problème n'a rien à voir avec la chambre, Jamie va utiliser un allumeur électrique. Prêt? Prêt. Ça, c'est de la science. Oh, j'ai un appel en absence, on dirait. Apparemment, ni un appel, ni une étincelle provenant d'une antenne ne peuvent enflammer leur téléphone. Si Jamie et Adam veulent absolument assister à sa destruction, ils vont devoir procéder au test de la batterie qui explose. En effet, il est déjà arrivé que des batteries bon marché explosent. Mais cela se produira-t-il? C'est génial. Non seulement nous devons vider la batterie, mais nous devons le faire dans un environnement riche en essence. Je ne vois rien de mieux à faire pour un lundi après-midi. Seule une explosion pourrait le rendre plus heureux. J'essaie de vider la batterie à l'aide de cette pince afin d'obtenir une étincelle. Il ne se passe rien. Les batteries de qualité sont équipées d'une protection électronique pour éviter les courts-circuits. Dans une dernière tentative désespérée, Adam la retire. Nous faisons tout ce qui est possible pour obtenir une étincelle de la batterie dans des circonstances absolument improbables pour un téléphone. Et nous n'obtenons toujours rien. Ce qu'ils obtiennent, c'est une batterie surchauffée. Aucune fusion ni aucune explosion ne se produit. Lors de leur première expérience, ni le téléphone ni l'électricité statique n'avaient fonctionné. Finalement, ils ont eu recours à un allumage à l'aide d'un transformateur néon. Nous avons testé les antennes et nous avons testé les pics d'émission d'ondes. Nous avons même court-circuité une batterie. Il ne s'est rien passé. Exactement. Je persiste à dire que ce mythe est totalement bidon. Les gars sont tellement déçus de ne pas avoir calciné leur portable qu'ils ont besoin de se défouler. C'est le moment de tester leurs balles de glace. Elles ont été congelées toute la nuit et devraient être plus dures que celles utilisées sans succès la première fois. Je vais en sortir une et la vaporiser de téflon. Mais seront-elles meurtrières? Il ne faut pas que ça fonde. Voilà ce qui se passe lorsqu'une véritable balle touche une cible fabriquée avec du gel. C'est exactement le résultat que les garçons veulent obtenir en utilisant leur nouvelle balle de glace améliorée. Mais y parviendront-ils? Commence. Attention. Prêt? On y va. Des balles à blanc auraient eu le même effet. Regarde. Pas la moindre glace n'a touché la cible. Juste un peu de cire provenant de la cartouche et un peu de poudre non consumée. Pas de glace, elle a été dans la bonne direction. Manifestement, l'eau s'est vaporisée. Mais que se serait-il passé si la tête avait été plus proche du fusil? C'est chargé. Personne en vue? Non. On dit. Même à bout portant, le seul danger encouru par la victime est une méchante brûlure due à la vapeur. Voilà, Jamie. Nous venons de refaire le test de la balle de glace. Nous l'avons gelée lentement et nous l'avons recouverte de téflon. Et il n'y a rien, aucune pénétration. Ce mythe est définitivement bidon. Oui. On ne peut pas utiliser une balle d'eau congelée avec un fusil comme dans les films. C'est impossible. L'eau finit par s'évaporer. D'accord? Alors arrêtez de m'envoyer des emails. Voilà un autre mythe qui s'effondre. Le gâteau tueur est une de nos toutes premières expériences. Et elle a fonctionné. On raconte que des boîtes de pâte à gâteau entreposées sur la plage arrière d'une voiture en plein soleil auraient explosé en éclaboussant la tête de la conductrice. Celle-ci, croyant être la cible d'un coup de feu, aurait mis les mains sur son crâne pour retenir son cerveau.
Lorsque les secouristes ont retiré ses mains de l'arrière du crâne, ils se sont aperçus qu'elle tenait de la pâte à gâteau. Mais est-ce vraiment arrivé? Il y en a partout. En chauffant la voiture de Adam, les Mythbusters ont formellement prouvé que cela était possible. On dirait vraiment de la cervelle. Il ne s'agit pas d'une correction, mais plutôt d'une mise à jour. C'est au sujet de cette histoire d'aérosols sous pression laissés à l'intérieur d'une voiture en plein soleil et qui ont éclaté, recouvrant de leur contenu tout l'intérieur du véhicule. C'est sous la moiteur d'une journée d'été que cette Cadillac va être customisée. Allez, envoie. Lubrifiant mécanique, Ok. lac, peinture, huile de cuisine, crème fouettée, colle, démarreur. Sous une température de 30 degrés, l'intérieur de cette Cadillac va devenir suffocant. Mais fera-t-il suffisamment chaud pour qu'une détonation se produise? Le risque est minime. Peut-être que si le propulseur de l'une des bombes est inflammable, alors là, on pourra assister à une explosion plus bruyante que prévu. Peut-être qu'en mettant le feu, il pourrait se passer quelque chose. Mais sans ça, je ne vois pas. Pendant que les aérosols chauffent, Jamie et Adam vont s'attaquer à une autre légende. Celle de l'explosion d'un plan. Bon sang! En fait, il s'agit d'une femme dans un avion avec des implants de silicone. Pendant l'ascension de l'appareil, ces implants ont tellement gonflé qu'ils ont fini par exploser. À l'aide d'une chambre à vide destinée à simuler une haute altitude, ils ne sont même pas parvenus à faire grossir un implant. Et le faire éclater encore moins. Je ne vois absolument aucune différence. Ils croyaient alors avoir résolu cette affaire. Certains téléspectateurs en colère ont évoqué un aspect de cette histoire que nous n'avions pas pris en compte. C'est-à-dire les soutiens-gorge gonflables. Comme celui-ci avec des poches d'air. Oui, il y en a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Effectivement, dans les années 50, les soutiens-gorge gonflables faisaient fureur. Mais étaient-ils explosifs? Pour le savoir, les Mythbusters ont construit une nouvelle chambre à vide. Une pompe aspirera l'air et un altimètre d'avion indiquera l'altitude correspondante au fur et à mesure que la pression baisse. Un écran de protection les protégera d'une implosion imprévue. Bien, on va l'allumer ici. Ça monte vite. Ouais. On sait que les soutiens-gorge vont gonfler comme un ballon qui gonfle dans le vide. La seule interrogation, c'est de savoir s'ils gonfleront suffisamment pour exploser. Chérie, veux-tu l'essayer? Pour cette simulation de vol, le soutien-gorge sera mis sur un mannequin. Voici Janet, ou plutôt une partie d'elle normalement recouverte par un blouson. Ce premier soutien-gorge a des poches d'air non détachables. C'est beau, n'est-ce pas? Je pense qu'on est bon. On allume la beauté? Oui. Alors que l'air est extrait de la chambre, la pression sur les poches gonflables diminue, les faisant ainsi se dilater. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude et nous constatons une véritable dilatation de l'objet. La bretelle vient de tomber. Et l'altitude? L'altitude va atteindre les 12 000 mètres. À cette altitude, Janet aurait déjà rendu l'âme dans la stratosphère, mais pas sa brassière qui se dilate et tient le coup alors que l'ascension se poursuit. Nous sommes allés au-delà de ce que peut lire l'altimètre. Nous sommes au-dessus de 21 000 mètres d'altitude. C'est 2 fois plus élevé que ce que peut atteindre un avion normal. J'aimerais savoir ce que ça fait. Ça ne m'étonne pas. Uniquement pour des raisons scientifiques. Nous pouvons conclure que le soutien-gorge noir n'éclatera pas. Essayons avec le blanc. D'accord. C'est une déception, mais les Mythbusters sont têtus. Ce nouveau soutien-gorge possède des poches d'air détachables. Avec moins de pression, peut-être éclatera-t-il. Oui, regarde. On voit que la poche d'air s'est bien dilatée. Oui. On voit que ça gonfle. Il faut que ça éclate. Allez! Ils sont maintenant à plus de 9000 mètres d'altitude. Il a beau grossir, le soutien-gorge de Janet n'explose toujours pas. On va être obligé de tirer dessus avec une carabine.
L'avion des Mythbusters vient d'atteindre 20 000 mètres et toujours pas d'explosion. C'est impressionnant de voir à quel point le soutien-gorge se dilate dans le vide de l'espace. Janet redescend sur Terre maintenant avec une bonne nouvelle pour tous les voyageurs. À haute altitude, le risque de dysfonctionnement d'un vêtement gonflable est nul. Vous seriez morte bien avant d'avoir eu le temps de vous préoccuper de votre poitrine. Ce mythe est parfaitement bidon. De retour dans la Cadillac, le feu d'artifice n'a pas eu lieu. Les bombes sont dans la voiture sous le soleil depuis des heures et n'ont pas éclaté. À l'intérieur, la température n'est que de 50 degrés. Les Mythbusters s'attendaient à ce qu'elle soit au moins de 65 degrés. Tu peux enlever ta cagoule, Jamie, car je pense qu'il ne va rien se passer. Vérifions la crème fouettée qui est restée dans la voiture toute la journée. Non, ce n'est pas chaud. Tu vois, une fois de plus, nous avons reproduit les circonstances de la légende et les résultats ne sont pas les mêmes. Manifestement, nous allons devoir construire un four ou quelque chose d'équivalent afin de savoir à quelle température ces bidules explosent. Tu veux bien enlever ta cagoule et participer à la conversation? Je suis bien dedans, c'est très intime. C'est l'heure d'un peu de cuisine à la sauce des Mythbusters. Tout ce dont ils ont besoin, c'est un four, un écran de protection et... Une bombe de lubrifiant. L'ambiance va chauffer. 300 environ. C'est-à-dire 150 degrés. 325 maintenant. 160 degrés. Elle va éclater. Ça y est. Le résultat n'est pas vraiment concluant car on a plutôt eu droit à un nuage de fumée qu'à une véritable explosion. De plus, 160 degrés est une température 2 fois plus élevée que ce qu'une voiture peut atteindre. Et voilà le travail. La bombe de lubrifiant n'a pas vraiment éclaté. En revanche, je pense qu'un soda abandonné dans une voiture peut faire une belle explosion. Testons le Mythbuster Cola. Dans leur interminable quête, nos chercheurs placent la bouteille de soda dans le four. La température monte. Ouais! C'était génial! De toutes les expériences menées par les Mythbusters, celle-ci semble plutôt les amuser. À une température de plus de 150 degrés, il n'y a aucune chance que cela arrive à Monsieur Tout-le-Monde. Ça a explosé, mais l'affaire est réglée. Tout à fait. L'affaire du pont qui vibre est probablement notre plus grand échec. Et dans cette émission, l'échec est toujours possible. Pour tester cette légende, Adam avait construit un pont suspendu de 18 mètres de long. C'est l'une des choses dont je suis le plus fier. Jamie avait créé une armée pour le traverser. D'après la légende, des soldats franchissant un pont au pas cadencé peuvent le faire vibrer au point de le détruire. C'est pourquoi les soldats rompent le pas pour traverser un pont. La théorie est plausible, car des vibrations créées par le vent ont déjà provoqué la destruction de plusieurs ponts. Nos amis, quant à eux, ne sont même pas arrivés à le faire vibrer. Je veux que ça casse! Nous n'avons pas prouvé grand-chose à ce sujet. Le pont que nous avions choisi était un pont suspendu, l'un des ponts les plus solides. Il était difficile de tester ce mythe, car ce type de pont est flexible et costaud par nature. Je veux que l'on refasse cette expérience. Je pense que l'on peut obtenir des résultats raisonnables. Cette fois, le pont sera beaucoup plus simple. Il sera constitué de 2 piles reliées chacune par des poutres. Pour le régler, il suffira de retirer ou de rajouter une de ces armatures. Nous voulons montrer, contrairement à ce que l'on croit au sujet de l'histoire du pont, que ça n'a rien à voir avec le poids. Nous voulons prouver qu'il est possible de faire entrer une structure en résonance jusqu'à ce qu'elle se brise. Cette fois-ci, il n'y aura pas de soldat mécanique. C'est Adam lui-même qui se chargera du travail afin qu'il sente le pont vibrer. Je vais être accroché au plafond avec un harnais pour ne pas tomber par terre. Quand il se cassera, je serai suspendu. Quel courage! Jamie et Adam ne vont plus tarder à tester leur nouveau pont.
Je sais pertinemment qu'il cassera d'une manière ou d'une autre, et de façon spectaculaire, d'un seul coup. Reste à savoir si la rupture sera en rapport avec la résonance. Ils commencent avec les 10 poutres. Ils vont tout d'abord vérifier si le pont est suffisamment solide pour supporter le poids de Adam. Tu peux nous chanter une chanson? J'en sais rien, mais il paraît que le pont va se casser. Pour le moment, il tient le coup. Passons au test maintenant. Adam doit doucement faire bouger le pont de bas en haut en s'adaptant à sa fréquence de résonance. N'oublie pas, tu ne dois pas quitter la surface du pont. Pas de saut. Pas d'impact. Pas de saut. D'accord. C'est le maximum que tu puisses faire. Tes talons se lèvent. Tu le frappes au lieu de créer une vibration. C'est vrai, il va falloir retirer des poutres. D'accord. Enlève-en une. Je pense que celle-là sortira assez facilement. Voici le jeu des Mythbusters. Je démonte un pont. Choisissez votre poutre. On va en retirer une autre et je vais recommencer. Il n'en reste que 8 maintenant. Je sens vraiment que ça bouge plus. Adam essaie de faire ce qu'il peut pour ne pas exercer de force supplémentaire sur le pont. Il se contente de bouger en rythme avec le balancement. Tu ne peux pas faire mieux, tu commences à quitter le sol. J'ai l'impression de ne pas être très loin. Retire-en une autre. D'accord. Oh, aïe, bon sang. Ça suffit, Adam. Tu sautes. Je sais. C'est bon. Arrête. Bon sang. Il ne reste que 5 poutres, mais le pont résiste. C'est bon, ça suffit. C'est incroyable. Plus que 4. Le funambule. Tu t'envoles. Pas moyen de le casser, c'est fou. Amazing. Il ne reste que 3 poutres. Si elle me supporte, je jure que ça va casser ensuite. Apparemment, ça tient. Prêt? Ça, c'est finalement cassé. Je pense que c'est une réussite, car le pont a facilement supporté ton poids quand tu étais statique. Oui. Quand tu as commencé à te balancer, il s'est cassé. Nous pouvons conclure ceci. Si ça s'est produit sur ce pont, ça se produira sur un vrai pont. Tu veux bien m'aider à descendre parce que je ne touche pas le sol. Tu ne veux pas te balancer un petit peu? Cela n'arrive pas souvent chez les Mythbusters, mais la légende est finalement plausible. Voici la dernière manche du test du canon à poulet. Il s'agit de savoir qui, entre le poulet congelé et le poulet décongelé, a la force de pénétration la plus puissante. Pour Adam, il n'y a aucune différence. En revanche, Jamie est convaincu que les congelés ont plus de punch. Après 3 tentatives infructueuses, c'est devenu une affaire personnelle. Si on n'obtient aucun résultat, ça ne peut être que de sa faute et de la vôtre. Les poulets seront projetés, non pas contre de la mousse, mais contre des carreaux. Nous allons commencer par les poulets décongelés. D'accord. Lorsque nous verrons l'endroit où il s'est arrêté, oui, où il ne brise plus le verre, nous lancerons ensuite le poulet congelé. S'il brise le verre, Tout à fait. on mesurera alors la différence. Oui. Ils vont empiler 12 feuilles de verre d'une épaisseur de 6 mm chacune. Le nombre de carreaux cassés indiquera la force de pénétration. En fait, cette expérience m'a demandé plus de réflexion que n'importe quelle autre. C'est l'une de mes préférées, car c'est le genre de choses qui semblent faciles et qui finalement s'avèrent très difficiles. Ça ne prouvera pas grand-chose car les 12 feuilles de verre vont être brisées. Si le poulet passe à travers une feuille, il passera à travers les autres parce que le verre n'est pas si flexible que ça. On verra bien. Cette expérience sera peut-être la bonne. Bon, on peut tirer? Bien sûr. Allons-y.
Tout se résume à un canon à air, un poulet décongelé et 12 carreaux de verre. Une fois de plus, ils vont utiliser la table élévatrice à l'aide de la commande. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Il n'a pas traversé les 12 carreaux. Il a brisé le premier et le quatrième. Comme au karaté. C'est un bon début. Le poulet dégelé n'a brisé que 2 carreaux. Est-ce que le congelé en brisera davantage? Ok, c'est parti. 3, 2, on va bientôt avoir un résultat. Voilà le résultat. Le poulet congelé ne s'est pas contenté de briser 2 carreaux, il les a tous cassés. La théorie de Adam tombe à l'eau. Non, ce n'est pas le résultat auquel je m'attendais. Si on peut renouveler l'expérience, on pourra conclure que le poulet congelé a une force de pénétration bien plus importante que le poulet normal. Pour être certain qu'ils n'ont pas un poulet robuste ou du verre fragile, ils vont procéder à 2 autres tirs. Tout d'abord, le poulet décongelé. 3, 2... Ça semble identique à notre essai avec le premier poulet. Une fois de plus, le poulet dégelé a brisé 2 carreaux. Si le congelé passe à nouveau à travers, l'affaire du gallinacé sera définitivement conclue. 5, 4, 3... Bien, je pense qu'on peut considérer ce test comme définitif. Malgré ses efforts, Adam ne peut cacher sa déception. Eh bien, voici un cas où je me vois obligé de revoir mon jugement initial. Le résultat de ce test est définitif et la légende est plausible. Admets-tu que tu avais tort et que j'avais raison? Écoute-moi bien, t'es quand même un boulet. Je dois dire que j'ai bataillé ferme sur cette expérience. Je suis impressionné devant ces résultats. Je pense donc que tu mérites l'honneur d'avoir résolu cette énigme. Après 4 tentatives différentes, nous avons changé notre premier avis sur cette légende. On peut affirmer qu'elle est parfaitement plausible. Je ne suis pas prêt d'utiliser ce canon de sitôt. Rentrons. D'accord. Adam et Jamie terminent par une nouvelle légende plausible. On peut dire que notre duo d'enquêteurs a bien travaillé aujourd'hui.